Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre encore une petite minute qu'on ait les participants qui nous rejoignent. Vous pouvez donc utiliser, si vous souhaitez, les questions-réponses sur la gauche et puis nous faire un petit coucou si vous le souhaitez. Nous préciser si jamais vous avez une difficulté pour entendre le son ou voir l'image. On a un bonjour de Frédéric, tout est OK, merci Frédéric, c'est top. Les petits pouces, ça c'est top aussi, merci beaucoup. Allez, il est 15h31, on a un programme chargé, je vais lancer la session. Donc aujourd'hui, on va faire déjà, je vous informe que le webinaire, pardon, est enregistré, que le replay vous sera envoyé et il sera disponible sur la chaîne YouTube de Mobix également. Aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est découvrir les multiples bienfaits de l'agilité et l'agenda du jour, une présentation des intervenants, des échanges donc, sur l'agilité, une session de questions-réponses et une courte conclusion. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Coraline qui est avec nous, qui nous avertira des questions, qui va relever chacune des questions et nous les proposera également à la fin du webinar pour qu'on puisse y répondre. Donc, au niveau des intervenants, donc Florent Loton et moi-même, Florian Parent, et je vais donner la main à Florent pour qu'il puisse se présenter. Déjà, je voudrais te remercier, Florent, d'être présent, d'avoir accepté ce webinaire avec Mobix. C'est super, super sympa. Et je te donne la parole tout de suite. Avec plaisir, merci. Et à la fin, vous devrez vous souvenir qui s'appelle Florian et qui s'appelle Florent. Voilà, petit test à la fin. Alors, donc je m'appelle Florent Lonton, je travaille pour l'Agiliste, société que j'ai créée il y a longtemps maintenant, puisque je fais partie on va appeler ça fait dinosaure, mais les pionniers de l'agilité en France. Ça remonte à 2007-2008. Et l'Agiliste, pour parler deux mots de ce qu'on fait, c'est que notre mission consiste à aider les entreprises à s'approprier l'agilité, à s'approprier les bénéfices, les leviers de réussite qu'offre l'agilité pour rendre leurs équipes à la fois performantes dans la durée et durablement motivées aussi. Donc c'est notre seule et unique mission finalement, c'est ça, et ça passe à travers la formation et de l'accompagnement terrain. Après, tu peux passer à la diapo suivante. J'ai déjà dit l'essentiel à l'instant. Je suis aussi avec Jérôme Carfentan, mon confrère, l'auteur du livre Devenir une entreprise agile, dans lequel on décrit ce qu'est une entreprise agile, son ADN, sa culture, ses pratiques, et puis comment le devenir en termes de transformation. Et en termes de certification, il y en a plusieurs à l'écran, mais s'il y en avait une à retenir pour ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est sans doute celle de Scrum Master niveau 3 chez scrum.org. Scrum étant, parmi les méthodes agiles du marché, celle qui est de très très loin la plus utilisée, la plus éprouvée, et pas seulement dans l'informatique en plus. Donc voilà, c'est aussi mon cœur d'expertise. Donc voilà, pour ce qui me concerne, je fais court parce que, comme le disait Florian, on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Donc je te propose de passer à la suite, à moins qu'il y ait des questions sur ce qu'on vient de se dire. Non, c'est bon, on peut passer à la suite. Du coup, je vais présenter rapidement Zo pour ceux qui connaissent pas Zo. Donc Zo, c'est un éditeur de logiciels ou applications. Ils ont développé notamment plus de 50 applications. On vient de passer la barre des 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Euh, et du coup, le départ de Zoho, c'est un CRM, hein, Customer Relationship Management, qui sert à gérer la base de données des entreprises. Et je dirais, peu importe l'activité des entreprises, aujourd'hui, Zoho accompagne tout type d'entreprise, que ce soit pour de la formation, pour du service, pour de l'industrie. Aujourd'hui, voilà, Zoho peut accompagner tout type d'entreprise. Euh,
On a aujourd'hui donc plus de 50 applications. Je les ai regroupées dans la suite qui s'appelle Zoho One, qui est un abonnement qui permet d'avoir accès à toutes ces applications. Je vais juste parler de CRM, par exemple, de Zoho Campaign qui permet de faire de l'envoi d'emails en masse, de Zoho Meeting qui permet de faire des webinaires, Zoho Project pour la gestion de projets, Analytics qui est un outil de BI. Zoho Project était ici. Et du coup, Mobix est un premium partenaire de Zoho, donc c'est le plus haut niveau de distinction des partenaires Zoho. On fait de la formation, on a plus de 35 modules de formation disponibles, 30% du chiffre d'affaires qui est fait à l'international. On se certifie sur les outils Zoho et aujourd'hui on en détient 29. On a 12 ans d'expérience et il y a 20 personnes au sein de Mobix. Et donc, on accompagne les entreprises qui utilisent Zoho dans la configuration, la formation, l'assistance, le développement des applications de Zoho. Et du coup, on est certifié Calliope. Vous avez dû avoir un premier pôle. Est-ce que des personnes utilisent l'approche agile dans leur société ou ailleurs que dans leur société d'ailleurs? Et si jamais vous avez un CRM en place dans votre entreprise. Alors, je précise juste, Florian, que moi, sur mon interface, il y a écrit sondage pôle. Je ne sais pas si tout le monde est familier Ah avec oui, voilà. Donc, c'est dans sondage qu'il faut aller pour répondre si vous n'avez pas reçu de notif ou si vous ne le retrouvez pas. pardon, c'est la version anglaise. Ok. Et rapidement, donc, je m'appelle Florian Parent, j'ai 38 ans, je suis directeur conseil chez Mobix depuis bientôt 2 ans. Je suis utilisateur de Zoho et certifié Zoho CRM. En rejoignant Mobix, j'ai opéré une reconversion professionnelle puisque ma précédente expérience de plus de 16 ans étant agent immobilier. Et c'est cette reconversion qui m'a amené à vouloir me former dans la gestion de projets. Et c'est comme cela que j'ai découvert l'agilité et Florent. Et grâce à lui, aujourd'hui, donc, je suis certifié par l'Agiliste pour avoir suivi la formation et par Orions, qui est un organisme certificateur français. Je suis en train de préparer ma certification pour être Scrum Master niveau 1. Voilà pour les présentations et on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première question que je souhaite poser à Florian, qu'est-ce que l'agilité? À Florent, pardon. Qu'est-ce que l'agilité? Alors, c'est une question qui est assez vaste et en 15 ans de pratique, je pense qu'à chaque fois, je dois donner une définition différente. Mais avant de s'intéresser à l'adjectif agile, qui est évidemment lié à ce qu'on va dire, l'agilité, ce dont on parle là maintenant pendant ce webinaire, c'est un mouvement en fait. C'est un mouvement qui a été lancé par des experts de terrain, donc comme sans doute la plupart des gens qui sont avec qui on est en ce moment en train d'interagir via ce webinaire, des gens de terrain qui travaillaient là plutôt pour le coup sur des projets informatiques, même si après le mouvement s'est étendu à d'autres secteurs d'activité. Et c'était des experts qui ont tous été confrontés à une chose, c'est la réalité du terrain et les limites des approches classiques de l'époque qui sont encore beaucoup utilisées, qui étaient beaucoup trop lourdes et qui offraient beaucoup trop de souplesse par rapport à ce type de projet, au changement que nécessite ce type de projet ou qu'engendre ce type de projet. Donc chacun de ces experts avait mis au point ses propres méthodes, empiriquement, sur le terrain, en testant ce qui marche, en le maintenant, en ajustant ce qui ne marchait pas, jusqu'à arriver à quelque chose qui fonctionne. Donc avec des résultats très concluants. Et c'est en 2001, en fait, donc en 2001, ces experts-là, ils ont décidé de se réunir pour essayer d'identifier ce qu'ils avaient en commun en termes de principes, en termes de valeurs. Et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle le manifeste agile, qui est très concis, hein, c'est 4 valeurs, 12 principes. Et c'est de là qu'est né le terme agile pour qualifier ces méthodes. Donc, les méthodes dites agiles existent finalement, pour la plupart de celles les plus connues, elles existent depuis avant 2001. Mais c'est en 2001 qu'on les a qualifiées d'agile. Et c'est là que j'en arrive à l'adjectif agile. Qu'est-ce que ça illustre, ce terme agile, pour qualifier ces méthodes? Eh bien, c'est la légèreté méthodologique, par exemple, qu'on pourrait, entre guillemets, opposer. J'aime pas opposer les choses, mais par rapport à la lourdeur qu'on peut ressentir parfois sur des approches classiques,
donc cette légèreté, et puis la capacité d'adaptation, évidemment. C'est de là que vient principalement l'adoption de ce terme agile. Et depuis, ce mouvement, évidemment, il a fait que prendre de l'ampleur. Parfois, on parle de l'agilité en disant c'est un effet de mode, mais en fait, pas du tout. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la diapo suivante, si tu veux bien la faire défiler. En fait, là, ce qu'on voit à l'écran, j'ai mis ça tout à l'heure dans le support, c'est les statistiques des recherches du mot-clé Scrum. J'ai pris Scrum parce que c'est le plus connu et c'est un mot-clé qui est assez unique, suffisamment unique pour pouvoir faire une recherche fiable là-dessus. Et donc là, je l'ai fait que sur la France. Ça remonte, les statistiques Google remontent jusqu'à 2004, et on voit que ça ne fait qu'augmenter. Donc un effet de mode, ça ferait un pic dans le temps, et puis le lendemain, plus personne n'en parle. Là, on est sur un mouvement de fond. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci, merci Florent. Quels sont selon toi les principaux avantages de l'approche agile? Alors, le principal avantage, c'est qu'elle offre cette approche-là aussi bien des leviers de performance durable que des leviers de performance, que des leviers de motivation durable. C'est ce que je disais en intro sur la mission de l'agiliste. En fait, c'est ça. Si je résume les choses sans rentrer tout de suite dans la technique. Maintenant, si on rentre justement un peu plus dans le détail, ce qui est intéressant sur déjà le fait qu'on ait un levier de motivation, c'est que la motivation augmente la performance. Quelqu'un d'engagé, de motivé, va trouver tous les chemins possibles pour arriver à atteindre les objectifs ou s'en rapprocher. Ce qui peut être moins le cas d'une personne qui est juste là pour toucher son salaire et qui attend qu'une chose, c'est le week-end. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà agit sur la performance. Maintenant, plus concrètement, sur plein de projets, pas seulement informatiques, je considère qu'il y a 3 grandes catégories de risques. Il y a le risque de dépasser le budget prévu, il y a le risque de dépasser le délai prévu, les deux d'ailleurs sont souvent liés, mais surtout il y a le risque de ne pas apporter la bonne solution. Parce que c'est pas parce que le client va passer des semaines, voire plus, à rédiger un cahier des charges et être accompagné par des consultants brillants qui vont l'aider à exprimer son besoin, que le besoin n'évoluera pas en cours de route. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est plutôt le contraire. C'est que justement, le besoin évolue en cours de route, même si j'ai passé des semaines, des mois à travailler sur un cahier des charges. Donc, forcément, du coup, ça nous amène, avec ces 3 risques-là, à avoir besoin d'un processus de production différent d'un processus de production qui consiste à essayer de tout anticiper, tout prédire à l'avance. Et c'est là où l'agilité intervient, le processus agile intervient, parce qu'il permet de considérablement réduire ces risques-là. Donc ça, c'est évidemment intéressant parce que ces réalités du terrain, les processus agiles intègrent ces réalités-là dont je parlais tout à l'heure, le besoin qui change, l'incertitude à propos des besoins sur les projets qui sont de grande taille, etc. Après, il y a le plan humain, pour finir. Et sur le plan humain, ce qui se passe, c'est que quand on travaille sur un projet agile, on est basé sur des équipes auto-organisées ou auto-gérées, avec un management qui est basé sur le soutien, la confiance, ainsi que le respect d'un rythme de travail soutenable, parce que sans un rythme de travail soutenable, je ne peux pas garantir la qualité, je ne peux pas garantir la motivation, je ne peux pas garantir de pouvoir faire ça de façon dans la durée, en fait. Donc, il y a cette vigilance autour de ça qui fait qu'on crée un environnement de travail qui est plutôt qualifié de motivant. En tout cas, aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. On est sur quelque chose de respectueux de l'humain. Voilà ce que je m'étais noté. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on pourrait se dire quand on parle d'équipe auto-organisée, je préfère prévenir que guérir. Souvent, moi au début, comme plein de gens pourraient se dire, mais attends, une équipe auto-organisée où il n'y a pas de chef, mais ça va être vite le bordel, quoi. Ça va être l'anarchie, le chaos. Et c'est pour ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne vire pas les chefs quand on bascule en mode agile. Les chefs vont évoluer, on va déplacer le niveau d'autorité des chefs si on conserve un chef. C'est souvent d'ailleurs le meilleur chemin, c'est souvent de devenir Scrum Master, donc celui qui maîtrise Scrum et le met en place. Mais on va remplacer surtout le lien de subordination par un cadre de travail structuré qui fait que toute initiative est prise dans la bonne direction, on a un objectif commun et on a tout un environnement de travail qui fait que même sans chef qui centraliserait la décision et dirait qui fait quoi, on a un truc qui fonctionne efficacement. Voilà. Juste, chaque fois, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail pour ne pas amener trop de notions d'un coup, mais voilà, pour finir de répondre à la question. Ok.
Merci beaucoup. La question suivante que je souhaitais te poser, c'est comment l'agilité peut-elle favoriser la collaboration et la communication? Ok. Alors, bah, justement, à l'instant, j'étais en train de parler d'un cadre de travail à mettre en place. Et bien, justement, ce cadre de travail bah, comporte des éléments qui vont favoriser la collaboration et la communication. Là encore, pour pas trop plonger dans la technique, mais quand même donner des exemples concrets, je vais prendre deux exemples. Pour rentrer dans le concret, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, qui est couramment utilisé sur la plupart des projets agiles, peut s'utiliser aussi sur des projets non agiles, hein, d'accord. C'est pas une invention nécessairement de l'agilité, c'est le management visuel. Donc le management visuel qui est souvent représenté par des post-it dans des colonnes qui décrivent le statut du post-it, le statut d'avancement. En fait, chaque colonne correspond à un statut d'avancement des tâches. Et donc, on va pouvoir visualiser tout le travail ensemble. Donc ça, c'est un truc qui va permettre aux membres de l'équipe de collaborer pour se répartir les tâches au quotidien, puisqu'elle est auto-organisée, comme je disais tout à l'heure, et pour atteindre ensemble l'objectif visé. Donc grâce à lui, on visualise le travail ensemble, on décide ensemble, et on agit ensemble au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant et qui va nécessairement favoriser les interactions, la communication, et petit à petit arriver à une équipe qui se comporte comme une seule personne, quelque part, d'une certaine façon. Le deuxième exemple, c'est la mêlée quotidienne, qui porte plein d'autres noms, comme le daily meeting ou le stand-up meeting, parce qu'on fait ça souvent debout pour éviter de s'apesantir et de raconter sa vie, et ça. Quand on est debout, ça oblige à être plus dynamique, plus concis, et ça évite de trop s'éterniser. Et 15 minutes, c'est la durée maximum de cet événement-là, la mêlée quotidienne. Pendant 15 minutes, l'équipe va se synchroniser, va voir dans quelle mesure elle peut s'aider, dans quelle mesure elle doit adapter son plan pour la journée qui vient, la journée qui démarre, parce qu'on fait ça souvent le matin. Donc ça, c'est encore un autre outil qui va, là, pour le coup, chaque matin, favoriser la collaboration et la communication. Et pour l'anecdote, pendant le Covid, j'ai pas mal de personnes qui sont revenues vers moi suite à des formations qu'ils ont suivies chez nous en me disant que la mêlée avaient sauvé leur équipe des confinements, où on avait beaucoup de jeunes générations qui étaient célibataires, pour beaucoup d'entre eux, isolés chez eux pendant plusieurs jours sans voir personne. Cette mêlée toute bête de 15 minutes du matin, au-delà d'aider l'équipe à être efficace, se synchroniser, etc., a créé aussi, à renforcer ce lien social nécessaire quand on est tous isolés chez soi, et a fortiori si on est seul. Pour ceux qui ont des familles, etc., déjà on a un peu de lien social, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'était une petite anecdote au passage. Donc voilà deux outils qui sont d'ailleurs très très complémentaires. La mêlée et le management visuel, ça marche très 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 bien ensemble. Voilà deux outils qui favorisent non seulement la collaboration, mais aussi la communication. Et ça favorise aussi OK. l'auto-organisation, on en parlait tout à l'heure, et j'ajouterais même que ça favorise l'esprit d'équipe, parce qu'à la mêlée, très souvent, combien de fois j'ai entendu un développeur qui dit: «Tiens, moi j'ai un problème avec ce truc-là, je m'en sors pas, je devais passer 3 heures dessus, ça fait 6 heures que je suis dessus». Et dans la discussion, quelqu'un d'autre va dire: «Ah ouais, tiens, ce problème, je le connais. Écoute, à 14 heures, je suis dispo, on se voit à 14 heures, on va pas régler le problème là pendant la mêlée, c'est pas le lieu. Mais je te filerai un coup de main tout à l'heure, tu verras, on va régler ça rapidement». Et donc voilà, ça permet aussi cet esprit d'équipe, évidemment, de le faire naître. Encore une fois, c'est que deux exemples, c'est tout un écosystème, mais voilà, deux exemples qui sont assez probants sur ce domaine-là, collaboration et communication. Merci, merci. Moi, je voudrais te poser une question, complémentaire. Au niveau de la partie visuelle, justement, quand tu fais, des mêlées, quotidiennes en visio, Mmh. comme là, on fait le webinaire, est-ce que tu as un outil que tu favorises, justement pour faire avancer, tes post-it, pour avoir, justement un outil, qui est visuellement, sympa et simple d'utilisation? Alors, c'est très compliqué pour moi de préconiser des outils digitaux, d'une part, parce que j'ai goûté au management visuel physique. Et OK. quand on goûte à ça, les post-it physiques qu'on déplace sur un management, sur un mur physique, on peut plus s'en passer. Parce que c'est simple, j'ai pas besoin d'ordi, j'ai pas besoin de me connecter à quoi que ce soit, j'ai pas besoin de login mot de passe. J'ai juste besoin de mes deux pieds pour savoir si un projet il avance ou il est en retard, en un coup d'œil. Ça favorise les interactions physiques humaines devant ce management visuel. Physiquement, on va se voir, on est côte à côte, il y a un paperboard à côté, hop, on va pouvoir communiquer et discuter si on doit discuter ensemble. Quand on a goûté à ça, c'est très difficile de revenir à l'électronique. Maintenant, la vraie vie, c'est le Covid, c'est le télétravail, c'est toutes ces réalités-là qui fait que malgré tout, il va bien falloir trouver
un outil. On l'a déjà trouvé, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est pas un outil, c'est plein d'outils. Jira, Trello, Miro. Maintenant, il y a pléthore d'outils qui permettent de compenser la distance, en gardant toutefois à l'esprit, encore une fois, que on ne fera jamais aussi simple et performant que un truc aussi bête que des post-it physiques et un marqueur en partageant un même lieu de travail. Voilà, donc c'est là qu'on va essayer de combler et se rapprocher le maximum de ça, même si c'est virtualisé. Donc non, j'ai pas un outil en particulier à préconiser, si ce n'est, voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut, quoi, que ce soit les équipements visio pour faire une mêlée quotidienne dans les meilleures conditions d'audition, de visualisation, de voir les autres, et de management visuel pour en même temps pouvoir voir aussi où est-ce qu'on en est dans l'avancement des tâches, puisque pendant la mêlée, une des informations dont on a besoin, évidemment, c'est d'inspecter notre avancement. Et c'est là où avoir un management visuel partagé, c'est précieux, c'est précieux. Donc là, la version digitale est nécessaire. Pour autant, j'ai eu des équipes, quand je travaillais chez Swiss Life en interne, j'étais responsable du département digital de la DSI, et j'avais des équipes sur 2 sites géographiques, Levallois et Roubaix. Et mes propres équipes ont éprouvé le besoin de maintenir le management visuel physique en plus du digitalisé. Donc ils s'obligeaient d'eux-mêmes. Je n'ai jamais poussé pour ça. Je leur ai simplement montré les avantages des deux. Et donc ils se sont imposés de mettre à jour les tâches à la fois sur le physique et sur le digitalisé. Pour vous dire à quel point il y a un vrai impact, un vrai intérêt à avoir du physique. Ça OK, répond? super. Ouais, très bien, je te remercie. Voilà. J'ai avancé la slide suivante avec ma prochaine question. Quels sont les défis courants auxquels une équipe peut être confrontée lors de l'adoption de l'agilité? Ouais, alors ça, c'est une question vraiment importante. Enfin, toutes sont intéressantes, mais celle-là, elle est importante de façon à être bien préparé à ce qui nous attend. Euh, Quand on décide de basculer dans l'agilité, le principal défi, il est humain, en fait. Il est, à mon sens, en tout cas, hein, c'est peut-être subjectif, mais euh, on peut peut-être croiser différents points de vue, mais il est humain parce que, pour une raison assez simple, c'est que devenir agile quand on a longtemps travaillé autrement, ce qui a été mon cas, ça nécessite, pour l'avoir vécu, de sortir de sa zone de confort. Ça nécessite de désapprendre des choses qu'on nous a inculquées. Moi, ma hiérarchie m'a toujours entraîné à travailler d'une certaine façon. Quand on sort d'école, on a aussi été formé d'une certaine façon, à travailler d'une certaine façon. Il va falloir aussi perdre des réflexes, peut-être même perdre des croyances. Par exemple, la croyance que pour un manager d'équipe, il peut avoir la croyance qu'une équipe ne peut pas fonctionner sans chef, quoi. Non, une équipe auto-organisée, ça ne peut pas marcher. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Et il va falloir ensuite, pour peu qu'on accepte l'idée que ça puisse fonctionner, il va falloir lâcher prise pour permettre à l'équipe de s'auto-organiser. Renoncer aux liens de subordination quand on est manager. Donc on voit juste, j'ai pris cet exemple-là, mais je pourrais prendre un exemple sur ce que ça implique côté client, sur ce que ça implique pour un développeur. Développeur à prendre au sens très large, hein. Je ne parle pas que des développeurs de logiciels, je parle de ceux qui produisent quelque chose sur un projet, au sens très très large. Donc ça, c'est évidemment un facteur à intégrer, à prendre en compte avant de se lancer. Euh, Après, une fois qu'on y a goûté, bon, si je ne l'ai pas déjà dit, voilà, c'est compliqué de revenir en arrière parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à la clé. Donc je veux décourager personne, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. On est tous passés par là, tous les agilistes sont passés par ce passage-là. Donc voilà, le principal défi au final, ça va être la résistance au changement, qui est parfois juste inconsciente. C'est pas forcément de la mauvaise volonté de quelqu'un qui résiste pour résister. Des fois, c'est juste inconscient. C'est ces fameux réflexes, ces fameuses habitudes à perdre sur lesquelles il va falloir travailler. Et du coup, pour ça, c'est important de s'appuyer sur une vraie stratégie de conduite du changement selon d'où on part. Si on part d'assez loin, avec une culture d'entreprise, des pratiques séculaires, c'est pas séculaire, faut pas exagérer, mais des pratiques qui sont là depuis très longtemps, un statu quo qui est là depuis très longtemps, il va falloir s'appuyer sur une stratégie de conduite du changement pour réussir cette adoption de l'agilité. Donc ça commence notamment par communiquer sur une vraie bonne raison de devenir agile. Il ne s'agit pas de devenir à l'agile parce que les voisins deviennent agiles, parce que tout le monde s'y met, parce que c'est à la mode. Tout ça, ce n'est pas du tout des raisons suffisamment fédératrices pour motiver des gens à sortir de leur zone de confort. Voilà.
ça Très risque bien. d'être un peu léger, quoi, pour embarquer tout le monde dans cette aventure, entre guillemets. Ok. OK, OK, très bien, merci. Hem, Comment l'approche agile peut-elle faciliter la réalisation de tests de qualité et garantir la fiabilité des fonctionnalités déployées? Alors, déjà, merci pour cette question parce que ça permet d'évacuer pas mal d'idées reçues autour de l'agilité quand je vois des équipes qui travaillent entre guillemets en mode agile et quand je vois les retours qu'on me fait, c'est plus du travail à l'arrache, malheureusement, parce que on a lu dans le manifeste agile ou ailleurs que la doc n'était pas importante, par exemple, ou les tests, on les mentionne peu. Ou dans Scrum, quand on prend Scrum, qui est le plus utilisé, comme je le disais, bah, il n'y a rien sur les tests. Et oui, Scrum est juste un cadre de travail. C'est à vous, après, d'intégrer à l'intérieur de ce cadre vos pratiques, vos techniques, vos outils qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et si vous avez une exigence très forte au niveau de la qualité, mais il va falloir aller chercher des outils. Alors, ça tombe très bien parce qu'il y a des méthodes agiles qui sont complémentaires à Scrum et qui couvrent parfaitement ça, comme Extreme Programming, comme le mouvement Craftsmanship, pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent, voilà, qui connaissent pas, bah, Craftsmanship, c'est un mouvement qui prône les bonnes pratiques de développement agile. Donc, c'est très software. Scrum peut être utilisé dans n'importe quel secteur, mais là, je suis en train de parler là, pour le coup, quand on parle de craftsmanship et extreme programming, on est vraiment sur le contexte logiciel. Donc, ça, c'est, voilà, du coup, les idées reçues, une fois qu'on les a traitées, ce qu'on peut se dire, c'est que pour faire simple, l'agilité va utiliser les tests pour guider la conception. Donc, ça veut dire qu'on utilise les tests en amont dans le processus. Ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Euh, donc, ça signifie en clair que selon un processus de production agile, on va rédiger ce qu'on appelle les critères d'acceptation au plus tard, au plus tard, pendant, enfin, au moment de la conception détaillée d'un élément, et non pas après, une fois que c'est développé. Euh, et donc avant la réalisation de l'élément. Ce qui fait que ça offre plusieurs avantages. Le premier, déjà, bah, c'est que je risque pas d'oublier de formaliser les tests, puisque c'est ce que je vais faire en premier. Ça, c'est assez intéressant pour ça. On a tous tendance à plus ou moins procrastiner. Les tests, malheureusement, c'est souvent ce qui est sacrifié quand on a une forte pression sur les délais, une forte pression de la hiérarchie parfois tout court. Deuxième avantage, c'est que bah, j'augmente les chances pour les développeurs de faire strictement ce qui est attendu du premier coup, parce que d'emblée, j'ai expliqué quels sont les critères, j'ai explicité les critères d'acceptation de chacun des éléments à produire. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, qui dit qualité du premier coup, bah, dit beaucoup moins d'aller-retour, de bugs, de défauts à traiter. Il n'y a pas de baguette magique hein, sur du logiciel développé en agile, le zéro bug, ça n'existe pas vraiment, mais on réduit considérablement les chances de défaut. Et enfin, troisième avantage, enfin juste avant, juste sur le deuxième avantage pour conclure, bon du premier coup, ce que j'entends par là, c'est que c'est ni plus par rapport à ce qui était demandé, ça ce serait du gaspillage, si on faisait plus que ce qui était demandé, ni moins, et là ce serait insuffisant en termes de qualité. Voilà ce que j'entends par bon du premier coup grâce à ces critères d'acceptation. Et enfin, troisième avantage, c'est que ça permet aux développeurs de s'auto-contrôler avant de pouvoir dire j'ai terminé. Donc, quand on est sur un principe d'équipe auto-organisée, c'est assez intéressant. Les développeurs sont responsabilisés. Il n'y a pas besoin d'un chef ou d'un contrôleur qualité qui vient vérifier leur boulot. En tout cas, pas sur ce premier jet, en fait, qui va être couvert par ces critères d'acceptation. Après, il va peut-être falloir faire des tests beaucoup plus approfondis, bien évidemment, mais on a déjà une première boucle de feedback et d'autocontrôle qui peut se mettre en place. Et après, bon, bah, je citais, pour finir, du coup, je citais tout à l'heure les pratiques d'extreme programming. Dans ces pratiques d'extreme programming, on a par exemple le pair programming, donc la programmation en binôme. Avec, donc, je mets 2 développeurs derrière un seul ordinateur et j'ai un pilote, un copilote, et on fait tourner ces rôles-là régulièrement dans le temps. Et donc ça permet d'avoir de la qualité pareille du premier coup, de faire monter en compétence beaucoup plus vite quelqu'un, de produire dans un délai plus court ce qu'une seule personne ferait, d'avoir un code de qualité, maintenable, lisible, puisqu'il y a toujours un copilote pour vérifier ce qui a été fait. Donc quand on est typiquement sur des développements pointus, je ne peux pas imaginer faire autrement, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres cas que le développement pointu à faire, quoi. Et après, on a l'intégration continue. Bon, ça, désormais, je pense que même sur les projets non agiles, euh, on s'est mis à l'intégration continue avec les outils qui permettent de compiler régulièrement le code, de tester régulièrement pour détecter les régressions le plus tôt possible. Plus je détecte tard, plus ça coûte cher à l'entreprise, hein.
Donc c'est bien ce qu'il faut se dire, et c'est ce que l'agilité a parfaitement compris, c'est que voilà, je vais raccourcir au maximum ces boucles de feedback pour détecter les défauts le plus tôt possible, dans l'œuf si possible. Et puis test-driven development, enfin je crois que je suis très nul en anglais, donc il faudrait plutôt que je dise test-driven development, où là c'est cette logique de carrément coder les tests automatiques avant de coder le code à tester. Et ça, pour avoir été développeur et m'être appliqué ça moi-même, c'est assez renversant en termes de façon de penser, et ensuite qui se traduit dans la pratique. Mais c'est hyper intéressant, ça peut être très performant. Voilà, après, il y a d'autres notions, comme la définition de terminé, par exemple, qui permet d'expliciter le niveau de finition. Voilà, il y a d'autres choses, mais au moins, je vous donne les grands axes sur la stratégie, finalement, agile face aux enjeux de qualité. Voilà. Ok, ben, merci pour ça. Ensuite, ce que je voulais te demander, donc aujourd'hui, quels sont les outils et les techniques agiles spécifiques que tu recommanderais d'utiliser lors d'un projet? Alors, en termes d'outils, souvent on pense en premier lieu au management visuel, hein. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a bien qu'il y ait des inconvénients, en tout cas, c'est pas des inconvénients, du coup, finalement, c'est plus des limitations au fait de s'appuyer sur un outil électronique par rapport à du management visuel physique. Pour autant, on a quand même des outils qui font très bien le job. Voilà. J'ai cité Trello, Jira, Miro parce que c'est sans doute parmi les plus connus, les plus répandus. En particulier Jira, qui a on va dire un rapport qualité-prix qui est très, très correct. Par contre, ça peut devenir une véritable usine à gaz parce que on peut tout faire avec Jira, et c'est du coup l'avantage, mais c'est aussi le gros inconvénient, c'est que quand on veut commencer à paramétrer finement les workflows, tout de suite, ça devient plus compliqué. Sur un projet non informatique, ou même informatique qui le permet, où il y a peu d'enjeux de traçabilité, Trello peut être beaucoup plus simple, par exemple, ou plus accessible à des gens, des parties prenantes du projet qui ne seraient pas informaticiens, par exemple. Voilà. Mais franchement, c'est très subjectif, et je m'interdis de faire une veille sur ces outils-là parce que c'est pléthorique désormais et ça évolue tout le temps. Donc j'ai arrêté de faire de la veille là-dessus, si ce n'est que quand je côtoie mes clients sur le terrain, oui, à chaque fois, je me réappréhende les outils, les dernières mises à jour, voilà, sur mes occasions d'aller sur le terrain. Et tout à l'heure, je parlais du management visuel physique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la simplicité dont je parlais tout à l'heure, cette simplicité fait justement partie des 12 principes du manifeste agile. C'est pour ça que à chaque fois, je fais un peu mon vieux dinosaure à dire les post-it physiques, c'est mieux, mais c'est aussi parce qu'on est dans cette recherche de simplicité et donc d'efficacité derrière. Maintenant, voilà, c'est la vraie vie, il y a eu le Covid, le remote, etc. Donc forcément, ça change la donne. Et puis après, en termes d'outils autres, je rappelle simplement que Scrum est incomplet. Il est délibérément incomplet, Scrum. C'est un cadre de travail, donc il faut venir le compléter avec les outils nécessaires quand on est sur des projets logiciels en particulier. Donc là, allez chercher les pratiques d'extreme programming ou autres équivalents qui vous permettent d'atteindre le même résultat, ceux que j'ai cités à l'instant, enfin sur la question d'avant. Sinon, le risque de ça, c'est qu'on s'expose à une dégradation de la qualité, justement, dont on parlait tout à l'heure, une dégradation de la vélocité de l'équipe. Le gros mot associé, ce serait la productivité de l'équipe, mais voilà, on préfère parler de vélocité. La confiance du client qui peut se dégrader, parce que la qualité se dégrade, la confiance du client se dégrade, et puis à la fin, en fait, c'est la motivation de l'équipe tout entière qui commence à se dégrader, parce qu'on ne peut plus être fier de son travail si la qualité n'est pas là en tant que développeur. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne connais pas un seul développeur qui se lève le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai bien envie de faire du sale boulot. Bien envie de faire de la merde, pour parler vulgairement. » Non, on a tous envie d'être fiers de son boulot. Et du coup, c'est pour ça que si vous ne complétez pas Scrum par les bonnes pratiques d'ingénierie sur du développement logiciel, vous allez devoir payer l'addition. Et l'addition, c'est ce qu'on appelle la dette technique. C'est une dette qu'on contracte et le taux d'intérêt ne fait qu'augmenter tant que vous ne résolvez pas les problèmes. Ok, merci. Ensuite, je pense que c'est une question qui est intéressante à venir maintenant, puisqu'on parle de dette technique et justement comment l'agilité peut-elle contribuer à la satisfaction du client et à la réalisation des objectifs commerciaux. Effectivement, du coup, en évitant la dette technique en amont, par les pratiques qu'on vient d'évoquer, mais au-delà de ça,
La grande force de l'agilité en termes de satisfaction client, c'est que c'est d'ailleurs le tout premier principe du manifeste agile. Notre plus haute priorité est la satisfaction du client. Donc là, déjà, ça, c'est écrit noir sur blanc, voilà, c'est sur la table. Et maintenant, ce qui permet d'atteindre ce truc-là, c'est principalement la capacité à faire du sur-mesure par rapport aux attentes du client. Même quand on est sur des projets contraints, sur des budgets, des délais, c'est d'ailleurs ma spécialité. 90% de mes projets menés en agile ou avant en approche classique étaient des engagements au forfait, donc très fermes en termes de délai de budget. Donc ça, c'est une vraie force. Il y a aussi la possibilité de saisir les opportunités de livrer très tôt une première version minimaliste du produit, de la solution qu'on cherche à produire en mode agile. Et c'est d'ailleurs là où il y a peut-être besoin de rentrer un peu plus dans la technique pour expliquer comment on arrive à ce truc-là, parce que c'est pas une baguette magique, c'est juste du bon sens, mais encore faut-il juste comprendre la stratégie associée. Donc imaginez qu'on ait un produit à réaliser ensemble, tous ensemble. Donc selon un processus agile, on va commencer par identifier quel est le problème que ce produit doit résoudre. On va aussi se renseigner pour savoir à qui il s'adresse et se mettre dans la peau des personnes à qui il s'adresse en termes d'utilisateurs. En quoi notre solution, notre produit futur va se distinguer des éventuelles solutions concurrentes qu'il peut y avoir sur le marché si c'est un produit concurrentiel, ou même si c'est un produit en interne, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution alternative au produit qu'on va faire. Pour vraiment trouver bien trouver son positionnement correct. Ensuite, on va faire l'inventaire de toutes les fonctionnalités ou les besoins que doit couvrir ce produit. Donc là, imaginons, on identifie 20 fonctionnalités, par exemple. Eh bien, c'est là où la stratégie commence, c'est qu'on va essayer d'identifier en mode Pareto les 20% de ces besoins ou fonctionnalités qui vont apporter 80% de la valeur au produit. Donc, un sous-ensemble des besoins qui va apporter la grande majorité de la valeur que le produit peut apporter. Voilà, 20% versus 80%, enfin pour apporter 80%. Donc, autrement dit, là, sur les 20 fonctionnalités, on va identifier les 4 fonctionnalités les plus importantes. C'est là, d'ailleurs, où un client peut avoir du mal à basculer sur un raisonnement qui consiste à faire des choix parmi les 20. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire que 4 fonctionnalités. Il s'agit de commencer par les plus importantes. Donc ça veut dire qu'en tant que client, je me place dans une stratégie qui consiste à distinguer en termes d'importance chacun des éléments. Parce que oui, parmi toutes les idées, il y en a qui seront sûrement bonnes et apporteront beaucoup de valeur, d'autres qui sont peut-être plus des nice to have, des trucs dont on peut vivre sans. Et là, à partir de là, je vais diviser le temps en intervalles courts, inférieur ou égal à un mois maximum. Et je vais commencer sur chacun de ces intervalles par réaliser autant que possible ces 4 premières fonctionnalités. Est-ce que ça prendra un seul de ces intervalles, 2 de ces intervalles? Peu importe, ce sera en tout cas les premiers intervalles de temps. On va faire tout notre possible pour, autant que faire se peut, réaliser en premier ces 4 premières fonctionnalités, quitte à aller chercher, si c'est sur un projet informatique technique, le sous-ensemble d'architecture qui va permettre de donner vie à cette fonctionnalité. Mais par contre, je vais m'interdire de concevoir et implémenter toute l'architecture de tout le produit à l'avance parce qu'on perdrait un temps précieux et peut-être que sur les 20 fonctionnalités, le besoin va changer. C'est même une probabilité forte. Ce qui fait que si j'avais conçu toute l'architecture à l'avance et implémenté toute l'architecture à l'avance, je serais de toute façon obligé de la casser à un moment donné ou de la revoir ou de l'adapter parce que le besoin aura changé en cours de route. Donc, je vais commencer par le sous-ensemble qui va me permettre de donner vie à ces 4 fonctionnalités. Et c'est comme ça que, imaginons, ce projet était prévu pour 1 an, eh bien, au bout de 3 mois, je suis capable de livrer une première version minimaliste du produit. Alors certes, ce produit ne fera pas tout ce qui était prévu, mais je vais peut-être pouvoir tester la réaction du marché, tester la réaction des utilisateurs, avoir des feedbacks. Peut-être même que je vais avoir des feedbacks, si c'est un produit commercial, de clients satisfaits, dont je vais pouvoir me servir pour faire des verbatims de marketing. Donc voilà, il y a différents scénarios possibles, ça dépend évidemment dans quel contexte on est. Mais voilà en gros la stratégie autour de ce truc-là. Je relis mes notes pour voir si j'oublie de vous dire un truc, mais c'est principalement ça. Et ce qui va se passer à la fin de chacun de ces intervalles, c'est qu'on va aussi tester les réactions des personnes à qui on présente le produit. Donc là, c'est là où c'est bien d'avoir le client présent ou des utilisateurs clés présents pour vérifier qu'on est sur la bonne direction. Et si on n'est pas sur la bonne direction, soit on est sur un projet qui n'était pas viable, et là, on est bien content de l'arrêter avant d'avoir éclaté
1 an de budget. Là, au bout de 3 mois, peut-être même encore moins, on voit que le projet n'est pas viable, on arrête les frais, poubelle. Ou alors on pivote, ou alors on est dans la bonne direction, et tant mieux, on est motivé à l'idée d'être sur la bonne direction. On a réduit les risques, on est plus détendu, plus serein, plus focus, plus efficace. Donc ça, c'est assez intéressant pour ça. Voilà, je vérifie juste mes notes, mais bon, je pense qu'on est pas mal. Si tu veux rebondir, n'hésite pas. Non, tu as répondu, tu répondu à la question, je te remercie. Quelles sont les compétences clés ou les qualités que les membres de l'équipe projet doivent posséder pour réussir un projet agile, selon toi? Alors, c'est bien de se poser ces questions effectivement en amont. Alors, ce que je vais dire, c'est pas nécessairement des prérequis, d'accord? Parce que peut-être que je suis idéaliste, mais je crois aussi en la capacité de l'humain à évoluer. Par exemple, dans mes recrutements, quand j'étais chez Soussafe, par exemple, moi, ce que j'allais chercher chez les gens, c'est pas la compétence technique pointue, même si pour certains, il nous fallait quand même un minimum de connaissances, c'est surtout la capacité à apprendre, la capacité à aller chercher la connaissance et à grandir. Et ça, bon, bah, on est en plein dans l'agilité, parce que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a aussi cette logique forte d'amélioration continue, en utilisant l'intelligence collective de l'équipe, etc. Donc, je dirais qu'un des traits de caractère d'un bon agiliste, entre guillemets, c'est cette capacité à apprendre, à se remettre en question, à expérimenter des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, et se servir finalement de chacun de ces intervalles de temps dont je parlais tout à l'heure, comme d'un mini laboratoire. Et du coup, j'expérimente une nouvelle pratique, je la teste sur un intervalle de temps, je fais le bilan à la fin de l'intervalle, et puis je vois si ça a marché. Si ça a marché, tant mieux, on garde. Si ça n'a pas marché, on jette ou on adapte. Et comme ça, on tend vers l'excellence. Donc ça, cette curiosité, cette volonté d'apprendre continuellement, c'est quelque chose qui est clé. Maintenant, ce que j'aurais dû citer en premier, c'est évidemment la capacité à collaborer. Parce qu'on voit bien qu'on a parlé de ça en intro, et c'est un fil conducteur, c'est dans l'ADN de l'agilité. La collaboration, c'est pareil, c'est pas juste parce que pour être dans un milieu de bisounours où tout le monde s'adore et tout le monde s'aime, etc. C'est une question de performance déjà. C'est que pour beaucoup de projets, il faut réussir à obtenir une synergie de compétences très différentes pour arriver à des objectifs ambitieux complexes. Dans l'informatique, on voit bien que le moindre projet informatique nécessite plein de compétences différentes. Donc sans collaboration, je ne peux pas conjuguer ces compétences-là suffisamment pour aller chercher des gains supplémentaires de performance et arriver à du sur-mesure qui tient la route avec le bon niveau de qualité, le bon niveau de fiabilité. Donc voilà. Après, capacité d'écoute, capacité d'esprit d'équipe, pareil, c'est des qualités qu'on va aller rechercher. Le besoin ou la capacité d'autonomie aussi, même si ça m'est arrivé de faire de l'agilité avec des gens qui avaient peu d'autonomie, qui étaient confortablement installés dans l'idée que je préfère qu'un chef décide pour moi, parce que si jamais ça foire, au moins c'est pas ma faute. Bon, pareil, dans ces cas-là, d'une part, on va instaurer un climat de sécurité psychologique qui fait que la personne, elle va quand même vouloir prendre des risques, en lui donnant explicitement le droit à l'erreur. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu auras le droit de faire 10 fois la même erreur, parce que là, sinon, il y a un autre problème. Mais en instaurant ce climat de sécurité psychologique, je vais forcément encourager la personne à prendre des initiatives, des décisions à son niveau, peut-être pas des décisions hyper importantes au début, mais suffisantes pour prendre confiance en elle. Donc on peut avoir des gens quand même qui ne sont pas nécessairement super autonomes au début, et on va l'encourager en posture de coach à développer cette capacité-là. C'est pour ça que je vous disais en intro, ce n'est pas des prérequis absolus. Voilà, c'est pas des prérequis absolus, c'est des facteurs clés de succès et qui vont faire que si vous réunissez ces personnes-là, et vous voyez qu'on est sur des qualités de savoir-être avant d'être sur des compétences techniques, vous allez plus facilement avoir une équipe qui devient véritablement agile, à la fois dans la stratégie, l'état d'esprit et puis dans la pratique. Après, pour le rôle de Scrum Master et Product Owner, il faudra aller un peu plus dans le détail parce que c'est deux rôles qui vont nécessiter un niveau de connaissance de Scrum plus poussé et des compétences plus spécifiques. Le Scrum Master, ça doit être un bon pédagogue. Il doit être capable d'expliquer Scrum, de le faire comprendre, de lui donner du sens pour que les gens l'adoptent et l'appliquent correctement. Le Product Owner, lui, il doit avoir une capacité à avoir une vision cible du produit, à transmettre cette vision. Dans les deux cas, pour ces deux personnes-là, il faut que ce soient des bons communicants. Voilà, pour donner une vision quand même d'ensemble.
Ok, ok. Bon, merci pour les infos. Quels sont les indicateurs de performance ou les métriques que tu recommanderais de suivre pour évaluer la progression et le succès d'un projet agile? Alors, la satisfaction client, c'est vraiment l'obsession de tout agiliste qui se respecte, de mon point de vue. Donc, chez l'agiliste, par exemple, notre indicateur maître, bien avant le chiffre d'affaires, hein, c'est le Net Promoter Score. Donc le Net Promoter Score, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est basé sur une seule question qu'on pose à nos clients, qui consiste à savoir si ce client-là est prêt à recommander nos services, nos produits à son entourage sur une échelle de 0 à 10. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même vous comparer avec d'autres entreprises. Donc, nous, on se compare avec Tesla, avec Amazon, par exemple. Récemment, on a dépassé le Net Promoter Score d'Amazon, qui, de mon point de vue, Amazon fait partie, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, Jeff Bezos et Elon Musk, qui ont vraiment contribué à remettre enfin le client au centre et la satisfaction client au centre dans la culture des entreprises. Si on réfléchit, il y a 15-20 ans, avant Amazon, je ne sais plus quand est né Amazon, les entreprises n'en avaient pas grand-chose à faire de ces clients. C'est fou, hein, mais aujourd'hui, imaginez, vous achetez un jean et vous ne pouvez pas le retourner et être remboursé. C'est inimaginable. Mais à l'époque, non seulement votre jean, vous le receviez un mois après l'avoir commandé, dans le meilleur des cas, et en plus, si vous deviez le retourner parce qu'il n'était pas la bonne taille, il fallait limite avoir un avocat, quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça. Donc voilà, du coup, je referme la parenthèse, mais voilà, la satisfaction client, c'est le principal indicateur à retenir. Pourquoi? Parce que derrière, un client satisfait, il va recommander vos services à d'autres clients futurs. Donc, le principal moteur de croissance, c'est celui-là. Et c'est indispensable, à mon sens, d'être connecté à la satisfaction client régulièrement, de la mesurer régulièrement, parce que sinon, vous pouvez ne pas voir le vent tourner si le marché évolue. Donc, c'est très bien d'avoir donc, la relation client passe par la mesure de la satisfaction client, chez nous, par exemple, chez l'Agiliste, et on la mesure toute l'année, pas à la fin de l'année ou au milieu de l'année. Toute l'année, dès que quelqu'un sort d'une de nos formations ou d'une prestation d'accompagnement, il passe par ce truc-là. Et souvent, il y a même un entretien oral en plus de ce sondage-là. Donc ça, voilà, c'est pour moi le principal indicateur. Après, bien sûr, il y a d'autres indicateurs. Il y en a deux en particulier qui sont importants, à mon sens, en particulier en mode projet, Scrum. C'est le graphique d'avancement à court terme. Puisqu'on planifie à court terme en mode agile, on planifie à moyen terme, on planifie à long terme. En fait, on n'arrête pas de planifier. Il y a peu de plans, les plans sont assez macro, mais on n'arrête pas de planifier. Et c'est ce qui nous donne cette capacité d'adaptation grâce aux intervalles de temps qui sont courts. Et donc, quand vous avez un objectif à moyen terme, c'est l'objectif qu'on se donne sur cet intervalle de temps dont je parle depuis le début, qui fait moins d'un mois. Donc ça, c'est hyper important chaque jour de mesurer notre avancement en tant qu'équipe Scrum. Donc ça s'appelle souvent le nom technique, c'est le burn down chart. Donc, ne me demandez pas de traduire ça en français, je suis navré, j'ai toujours pas réussi, je n'ai pas essayé non plus énormément, mais voilà, c'est les gaz qui brûlent vers le bas. Donc, ça indique tout simplement le reste à faire qui évolue en fonction du temps. Et donc, le but, c'est de toucher le zéro le plus tôt possible. Et puis après, on va avoir le burn-up chart qui, lui, souvent est plus facile à utiliser et plus complet quand on le met en up, donc il monte, qui, lui, représente la quantité de travail accompli dans le temps. Lui, on l'utilise à plus long terme, à moyen terme à minima, c'est-à-dire que ça va couvrir plusieurs intervalles de temps. Et ça nous permet de voir, tiens, combien d'intervalles de temps on va avoir besoin, dans combien de temps on peut espérer atterrir. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, l'agilité, c'est pas improvisé. C'est pas l'anarchie, c'est pas le chaos, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de planification. Voilà, j'essaye de continuer à enfoncer d'autres idées reçues autour de l'agilité qui consisteraient pour des clients à changer d'avis toutes les 5 minutes. Non, on ne change pas d'avis toutes les 5 minutes. On a beaucoup de souplesse sur tout ce qui n'est pas encore fait, tout ce qui nous attend dans les futurs sprints. Mais quand un sprint, un intervalle de temps est commencé, on ne change pas ce qui est prévu dans ce sprint, sauf si les développeurs ont de l'avance ou du retard. Ou, sauf gros cas de force majeure, c'est-à-dire que là, il y a bon, j'allais faire une métaphore qui n'est pas géniale par rapport au Maroc, un tremblement de terre, c'est-à-dire voilà, que vous avez un changement de stratégie dingue qui se passe sur une échelle de temps très courte. Bon, bah, dans ces cas-là, on annule le sprint, cet intervalle de temps, et on en replanifie un nouveau. Ok.
Je voulais pas rentrer dans la technique et je vois que je rentre dans la technique. Je m'arrête tout de suite. Ouais. Amazon créé en 1994, en juillet Ok. 1994 pour info. Et par rapport à Merci. ce que tu as dit, je voudrais effectivement, moi étant stagiaire de l'agiliste, je confirme que j'ai bien eu une enquête de satisfaction et que j'ai mis un score évidemment à la formation de Florent. Du coup, comment l'agilité peut-elle favoriser l'innovation et l'adaptabilité dans le contexte d'une évolution constante des besoins et des technologies? Ouais. Alors, je vois qu'en plus, il nous reste plus que 10 minutes, donc il va peut-être falloir que Oui, je fasse court. Euh, En fait, chaque itération dont on parle là peut être considérée, comme je disais, comme un laboratoire. Donc un laboratoire dans lequel l'équipe peut expérimenter une nouvelle pratique, une nouvelle technique, un nouvel outil, une nouvelle technologie. Euh, et, euh, et peut ensuite en faire un bilan à la fin de l'itération pour voir ce qu'on en tire, quelles leçons on en tire. Ça marche pas, on n'adapte pas. Donc ça, ces expérimentations, elles naissent de l'intelligence collective, ce qui favorise l'innovation, justement. Euh, En plus de ça, il n'y a pas d'innovation sans un mode de management qui offre ce fameux climat de sécurité psychologique dont je parlais tout à l'heure, de droit à l'erreur suffisant. Donc le management agile, bah, c'est parfait parce que ça offre justement l'environnement de travail nécessaire pour mettre les gens à l'aise avec l'idée de proposer des choses, d'innover, prendre des initiatives. Pour ce qui est de l'adaptabilité à l'évolution des besoins du client, de l'évolution du marché, je pense que j'ai répondu tout à l'heure, en fait. En fait, je ne ferai que me répéter, donc ça, j'évacue. Et puis, il y aura le replay si jamais vous avez besoin de revenir là-dessus. Pour ce qui est des technologies, j'en ai parlé un peu tout à l'heure sur le fait qu'on peut expérimenter différentes technologies, mais une technologie, c'est quand même pas un horizon, ça évolue pas à un horizon de temps aussi élevé, même si ça va quand même de plus en plus vite. Par contre, l'avantage, c'est que avec un processus agile, on va pouvoir reculer au plus tard la conception détaillée d'une fonctionnalité. Et ça permet quoi en termes de technologie? Ça permet à chaque fois de tirer profit de la meilleure technologie à disposition à ce moment-là. À l'inverse, quand je faisais mes projets classiques, ben, on entérinait les choix technologiques dès le premier mois du projet qui allait durer 1 an, parfois même 2 ans. Et ça, bah, c'est dommage parce que du coup, on a fait toute la conception détaillée en amont. Donc, ça veut dire que la technologie, en 1 an, elle peut, là, pour le coup, rapidement évoluer. 2 ans, encore plus. Donc, ce recul de la prise de décision concernant les choix techniques nous permet de tirer profit des dernières technologies à disposition. Après, à nous, à chacun de choisir s'il veut une technologie éprouvée, qui est sortie il y a peut-être 1 an, mais qui est maintenant seulement suffisamment éprouvée, ou nouvelle. C'est toujours un risque à prendre. Mais ça, c'est plus du tout une question d'agilité ou pas d'agilité. Voilà ce que je peux répondre ok, là-dessus. très bien, merci. Quel conseil donnerais-tu aux entreprises qui envisagent de mettre en œuvre une approche agile pour leur projet? Alors, il y a des jours où je me demande si mon rôle et ma responsabilité, ça ne devrait pas consister à décourager les entreprises d'adopter l'agilité, tellement on voit trop souvent les mêmes écueils. J'en ai parlé, la dette technique, des développeurs à qui on a expliqué Scrum un peu trop vite, sans tellement donner de sens, qui ont l'impression de faire que des réunions alors qu'il y a une façon très précise de mener les événements Scrum, hein, le timeboxing, etc. Chaque événement a un sens précis qui fait que ça a du sens, voilà, qui fait qu'on est engagé dans ces événements-là. Euh, donc, évidemment, mon objectif, c'est pas de décourager les gens d'adopter l'agilité. Vous l'imaginez bien, je serais pas là en ce moment sinon. C'est même tout le contraire, parce que, au contraire, j'aimerais qu'il y ait un maximum d'équipes et d'entreprises qui puissent profiter des bienfaits de l'agilité, comme j'en ai profité, comme plein d'autres en profitent. Donc, c'est plutôt les pièges à éviter qu'il faudrait évoquer. Et là, ben, peut-être évoquer les cas dans lesquels l'agilité éventuellement n'avait pas de sens. Typiquement, si vous avez une équipe qui est déjà performante à sa façon, alors attention, performante, j'entends pas par là productive, j'entends par là satisfaction client, que son client soit interne, client direct de l'équipe, interne ou externe à l'entreprise. Si là, j'ai une équipe qui est déjà performante sur ce critère-là et tout le reste, je ne vais pas aller embêter cette équipe avec de l'agilité. Je vais bouleverser ses repères, changer ses habitudes, les obliger à sortir de leur zone de confort, alors qu'ils sont déjà performants. Donc ça, typiquement, ce n'est pas nécessairement une bonne idée d'aller changer tous les repères de cette équipe-là. Pareil, si vous avez un projet qui est trop peu coûteux, le budget est très resserré,
et que vous allez devoir investir pour pouvoir vraiment vous approprier l'agilité sur un budget formation, peut-être sur un budget d'accompagnement par un coach agile si vous n'avez pas un Scrum Master expérimenté à dispo en interne, là, peut-être que le coût d'entrée de l'agilité donnera pas un retour sur investissement suffisant sur un si petit projet. Et peut-être qu'il y aura toujours des gens d'ailleurs pour dire ouais, mais là, ok, tu as réussi ce projet en mode agile, mais il était trop facile, quoi, trop petit. Même ma grand-mère, elle aurait pu réussir ce projet à sa façon. Donc voilà. Après, ce qu'il faut surtout retenir, c'est encore une fois, je le répète, c'est important, c'est l'absence de vraies bonnes raisons d'adopter l'agilité. Il vaut mieux partir d'une problématique, quelque chose qui fait mal dans l'entreprise, et qui fait qu'on a besoin d'au moins donner sa chance à autre chose. On a au moins besoin d'essayer autre chose. Et d'ailleurs, le présenter comme une expérimentation en termes de conduite du changement, c'est beaucoup plus acceptable par les équipes que de dire à ces mêmes équipes, bon les gars, jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans qu'on bosse à l'ancienne. De cette façon-là, maintenant, dorénavant, je veux que 100% des équipes, d'ici la fin de l'année, aient basculé en mode agile. Et désormais, ce sera notre seule et unique façon de travailler. C'est dur d'entendre ça. Parce que, mais attends, c'est quoi ce truc-là, l'agilité? Enfin, en quoi ça va résoudre nos problèmes? Je veux dire, là, on fait tous déjà de notre mieux. Donc, c'est hyper important, encore une fois, d'avoir soit une vraie bonne raison motivante de le faire, fédératrice, soit l'expérimentation, le présenter comme une expérimentation suffit. Voilà. Et encore une fois, n'oubliez pas les pratiques complémentaires à Scrum sur les projets logiciels, d'extreme programming et compagnie. Voilà. Terminé. Ok. Merci beaucoup, Florent. J'ai terminé avec mes questions. Je vais faire un peu un parallèle rapide sur l'agilité et Zo. Alors j'entends l'agilité, un projet Zo et un projet Zo, je dirais par rapport à Mobix également, puisqu'on est un intégrateur de Zo. Et c'est vrai que l'agilité, ça apporte une valeur significative parce que on va dans un environnement Zo, bah, l'adaptabilité au changement, c'est super important. Pourquoi? Parce que Zo aujourd'hui, c'est 50 applications. Donc on peut utiliser telle application, bah, le CRM pour des fonctionnalités, on va pouvoir utiliser d'autres applications pour d'autres fonctionnalités et ces applications-là, il faut qu'elles puissent communiquer entre elles et il faut être capable de s'ajuster. Et l'agilité, elle permet ça, de s'ajuster rapidement aux exigences et aux priorités du projet et en fonction des applications concernées. Hmm. Ça signifie que les fonctionnalités ou les besoins peuvent être modifiés ou ajoutés en cours de route et ça offre une flexibilité qui est essentielle dans un projet Zoho. Le feedback continu, l'approche agile, elle favorise des cycles de développement courts et itératifs. Florent nous l'a très bien expliqué. Et ça signifie que les parties prenantes, donc l'équipe Mobix, l'équipe projet, le client, ils ont l'opportunité de voir des versions partielles de chaque application de Zoho plus fréquemment. Et ça permet d'obtenir un feedback régulier et d'apporter des améliorations tout au long du processus de développement. Une meilleure implication des parties prenantes, en impliquant activement les parties prenantes tout au long du projet, l'agilité assure une meilleure compréhension et un meilleur alignement des attentes. Ça conduit à un produit final mieux adapté aux besoins réels des utilisateurs. Une livraison plus rapide, on en a parlé, Florent en a parlé beaucoup pendant les questions auxquelles je lui ai posées, mais c'est vrai que de découper le projet en itérations plus petites et fonctionnelles, ben, ça permet de livrer des applications Zoho ou une partie du développement qui a été fait sur les applications plus rapidement. Ça signifie que les avantages des outils peuvent être réalisés plus tôt dans le processus de développement. L'assurance de la qualité et de la fiabilité du système. Donc, l'agilité dans un projet Zoho, ça assure une approche rigoureuse de l'assurance de la qualité. À chaque étape du développement, on va effectuer des tests
pour garantir que chaque composant de Zoho intégré fonctionne de manière optimale et conforme aux exigences spécifiques du projet et conforme à la satisfaction du client, que chaque développement soit testé et approuvé par le client. Et ça garantit une expérience utilisateur fiable et sans heurts. Une meilleure satisfaction client, c'est vraiment l'aspect numéro un de l'agilité, hein, c'est la satisfaction du client. Clairement, chez Mobix et avec les produits Zoho, ce qu'on souhaite, c'est de satisfaire nos clients, hein, évidemment. Donc, en les impliquant activement dans les projets, ben, les clients et les utilisateurs, euh, ils vont pouvoir tout au long du processus de développement, ça va permettre de s'assurer que les applications Zoho répondent parfaitement aux besoins et ça augmente la satisfaction du client et la probabilité de succès commercial. En dernier point, l'accompagnement au changement et adoption facilité. Pour une entreprise qui n'utilise pas aujourd'hui les produits Zoho, eh ben, c'est hyper important de l'accompagner au changement et une adoption facilitée. Et l'approche agile, ça va de pair avec un accompagnement actif au changement, en livrant et en testant les applications de manière régulière tout au long du projet. Les futurs utilisateurs ont l'opportunité de prendre en main l'outil avant son déploiement effectif. Oui, c'est un très Ça bon point, favo- je n'avais pas mentionné, tout à fait. Ouais. et- Merci. Et ça favorise une transition avant son déploiement effectif. Et ça favorise une transition en douceur vers un nouvel environnement, en maximisant ainsi l'adoption et l'utilisation efficace des solutions Zoho au sein de l'organisation. Mhm. Alors, en conclusion, combiner l'agilité avec les outils puissants de Zoho, ça permet de maximiser l'efficacité et la réussite du projet en s'assurant que le produit final répond aux attentes des clients et des utilisateurs finaux. Et c'est vraiment ça le but de l'agilité et de Mobix également. On arrive à une session de questions-réponses. On a eu quelques questions. Je sais pas si tu les Ouais, as reçues, Florent, si c'est tu bon, veux ouais. prendre rapidement, parce que effectivement, en termes de timing, Ouais. on est un tout petit peu en retard, donc Ouais. je te laisse la main. Merci Coralie, du coup, qui nous a remonté les questions. Juste, si tu peux aller sur la diapo suivante, parce qu'il y en a une où une des questions, c'était est-ce qu'on propose des formations chez l'Agiliste, etc. Là, pour tous ceux qui vont vouloir aller plus loin, on l'a sur cet écran, vous pouvez flasher avec votre téléphone les codes barres. Il y en a un qui vous permet de nous contacter si vous avez besoin d'un renseignement. Celui d'à côté, c'est un accès à notre e-book gratuit qui recense les 8 leviers de réussite de l'agilité. Donc c'est pas mal, ça récapitule un peu ce qu'on s'est dit, mais sous un autre angle, et puis vous pouvez le voir à tête reposée. Et si tu veux, tu peux aller sur la diapo suivante, tout le monde n'aura pas le temps de flasher, mais on reviendra dessus. Ici, en fait, pareil, si vous voulez aller vite à l'essentiel, en flashant cet autre code barre, vous avez accès, vous accédez directement à la vue d'ensemble de nos formations. Donc là, il y a même un cours gratuit. Alors, je vais être très franc avec vous, le cours gratuit sur la forme mériterait d'être fondu. Sur le fond, il fait toujours son job, mais il témoigne moins de la qualité des vidéos qu'on fait désormais sur nos formations. Donc, c'est juste sur la forme. Mais sur le fond, si ce cours gratuit vous intéresse, ça va vous permettre de mieux comprendre Scrum et ça va répondre à certaines des questions qui sont posées là aujourd'hui. Donc voilà. Et après, comme vous pouvez le voir, hein, on accompagne vraiment de la découverte de l'agilité jusqu'à l'agilité pratiquée à grande échelle dans les entreprises, le management agile, le coaching agile. Voilà, on forme aussi des coachs agiles pour répondre à une des questions déjà. Là, peut-être qu'on peut revenir à la diapo d'avant, comme ça au moins chacun pourra profiter des codes barres de l'e-book et du contact si nécessaire. Par quoi on commence? Une fois qu'on a dit ça, tac, tac, tac. Donc là, j'ai toutes les questions. Donc j'ai répondu à celle-ci, c'est bon. Alors, je vais essayer de commencer par celle qui permet qui rentre le moins dans la technique tout de suite, parce que
Voilà, ça peut apporter de la confusion à ceux qui vraiment partent de zéro dans l'agilité. Déjà, qu'est-ce que devient le chef de projet en mode agile? Ça, c'est une bonne question existentielle qu'on peut se poser quand on est chef de projet. Et je suis passé par là. J'étais chef de projet, junior, senior, directeur de projet. J'ai occupé toutes ces fonctions. Et en fait, pour moi, le cheminement naturel, ça a été le même pour Jérôme, avec qui j'ai écrit le livre Devenir une entreprise agile. On est passé très naturellement de chef de projet à Scrum Master. Scrum Master, je rappelle que le rôle du Scrum Master consiste à s'assurer que Scrum est parfaitement compris et appliqué par l'équipe Scrum et compris aussi par les parties prenantes qui gravitent autour de cette équipe Scrum. Donc ça veut dire que on retire le lien de subordination du chef de projet vis-à-vis des membres de l'équipe. Ça signifie en clair, pour parler très concrètement, que ce n'est pas le chef de projet qui estime et affecte les tâches et inspecte l'avancement de chacun. C'est l'équipe qui est auto-organisée et responsabilisée là-dessus, à condition bien sûr de remplacer le management du chef de projet par un cadre de travail structuré. Donc là, je vous renvoie aux outils qu'on a évoqués en exemple, le management visuel, la mêlée quotidienne, etc. Et par contre, je vais déplacer mon niveau d'autorité que j'avais en tant que chef de projet sur le cadre de travail. C'est-à-dire que sur Scrum, j'ai toute autorité pour mettre en place Scrum, s'assurer qu'il est bien compris et bien appliqué. Ce qui fait que j'ai toujours ma zone d'autorité, tout comme les développeurs ont autorité sur une zone, tout comme le product owner a autorité sur qu'est-ce qu'on doit faire et dans quel ordre. Et au passage, cette pression qu'on ressent quand on est chef de projet à devoir porter tout sur ses épaules, en général, toute la réussite du projet repose en général sur le chef de projet. Là, ça s'équilibre entre le product owner, encore une fois responsable du quoi et dans quel ordre on fait les choses, le Scrum Master responsable du cadre de travail, et les développeurs responsables de comment on s'organise pour atteindre l'objectif, comment techniquement on réalise le produit. Et ça, c'est très sain. Et on est beaucoup plus serein quand on bascule de chef de projet à Scrum Master. Il y a juste un cas où je n'ai pas été serein en adoptant Scrum. C'est la toute première fois que je me suis lancé, où j'ai entraîné avec moi dans cette aventure d'adopter Scrum, mon client, ma hiérarchie dans ma société de service, mon équipe, alors que je n'avais jamais mis en pratique Scrum. Donc là, j'ai dû forcément prendre des risques, surtout que c'était un projet à 1 million d'euros, réclamé par Guillaume Pépi, patron de la SNCF à l'époque, et qu'il fallait faire ça en 8 mois. Mais voilà, du coup, je pouvais vous dire là-dessus. Donc, on ne vire pas les chefs en mode agile, d'accord? Mais par contre, on va évoluer. La posture n'est pas la même. Il n'y a plus le lien de subordination. On a plus de temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. On est plus serein. Et de mon point de vue, plus efficace aussi, pour avoir vécu les deux, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de connotation négative dans ce que je dis de l'approche classique. Je l'ai pratiquée pendant suffisamment d'années pour être à l'aise avec elle, tout comme avec l'agilité. Il y avait, si je remonte un peu le temps, est-ce qu'il y avait d'autres questions qui étaient... Alors, il y en a une que je n'ai pas comprise, donc ça va laisser le temps de la reformuler s'il y a besoin. Analyse fonctionnelle, comment complément à Scrum, comme complément à Scrum, je ne sais pas quelle est la question derrière. On a du bruit derrière l'un d'entre nous? Non. Bon, moi, je sais pas. Oui, c'était moi, pardon. J'ai coupé mon micro. Donc ça, si on peut reformuler, ça m'aidera. Quelle est la distinction entre la capacité de travail et la vélocité de l'équipe? En fait, la capacité de travail, c'est, comme son nom l'indique, la capacité que l'équipe pense avoir pour réaliser une certaine charge de travail. Et puis la vélocité, c'est souvent ce qu'on mesure comme étant ce qu'on a réellement pu faire au cours d'un intervalle de temps, pour ne pas dire un sprint. Si on prend tout de suite le vocabulaire de Scrum, ça s'appelle un sprint ou une itération, intervalle de temps, appelez ça comme vous voulez. Et donc, parfois, il y a un écart entre ce que l'équipe pensait pouvoir faire, c'est-à-dire sa capacité à faire, et la vélocité réelle. Maintenant, si on parle de vélocité théorique ou prévue, on peut considérer que c'est proportionnel à la capacité à faire. C'est-à-dire que la capacité à faire de l'équipe estime que, voilà, là, le prochain sprint va durer 2 semaines, on est 8, on est tous à temps plein, personne n'a de congé de prévu ou d'absence prévue. On devrait pouvoir faire telle quantité de travail, c'est-à-dire, en général, on n'utilise pas les jours hommes, on utilise plutôt une autre unité d'heure. Je ne vais pas expliquer tout de suite pourquoi, parce qu'il y a d'autres questions à traiter avant, mais on a cette unité-là. On se sent capable de faire 20 points, c'est notre vélocité prévue. Ensuite, on démarre le sprint, et là, à la fin du sprint, on mesure est-ce qu'on a réellement pu faire 20 points ou pas. Et souvent, il y a un écart au début. Au début, l'équipe, quand elle se lance pour la première fois dans Scrum, ou parce que c'est la première fois qu'elle bosse ensemble, les membres de l'équipe ne se connaissaient pas avant, n'ont jamais travaillé ensemble, et en général, on est trop optimiste.
On mise sur une vélocité qu'on n'atteint pas parce que dans la vraie vie, il y a plein d'imprévus. Et on a plein de plats à essuyer, technologiques, humains, interactifs, communication, plein de choses. On n'a pas compris les besoins avec le product owner, mais tout ça, c'est pas grave. Parce que à chaque itération, je peux m'améliorer. Je peux tirer les leçons de ce qui s'est mal passé. Chaque problème, chaque erreur, chaque échec est considéré comme une opportunité d'amélioration. Et ça n'est possible que si vous découpez le temps en intervalles courts. Sinon, il y a trop de risques à chaque itération. J'espère que ça répond. Les formations, j'en ai parlé. Comment est estimée la durée d'un projet en méthode agile? La transition est parfaite parce que là, j'ai justement soulevé cette question-là à un moment donné qu'on pose aux développeurs. C'est combien de points vous pensez pouvoir faire par sprint? Avant ça, en amont, ce qu'on a fait, alors, il y a différentes techniques d'estimation. L'une d'entre elles, très connue, s'appelle le planning poker. Donc, c'est des techniques d'estimation en équipe. Les développeurs, encore une fois, ce n'est pas le chef de projet qui estime pour les développeurs, à la place des développeurs, ni un expert. C'est des estimations par équipe, par l'équipe elle-même. Et pour aller vite, parce que estimer par équipe, ça peut paraître long, on utilise des techniques qui accélèrent les estimations. Et je parle bien d'estimation. Une estimation, c'est faux par définition. On ne cherche pas des chiffrages précis. Donc, on cherche juste à être le plus proche possible de la réalité pour estimer justement combien de sprints seront nécessaires pour faire tant de quantité de travail. Et à partir de là, une fois qu'on a la réponse à la question, par sprint, on est capable de faire, par exemple, 15 points, et qu'on a un produit de backlog, c'est-à-dire, une charge totale de travail de 150 points, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir 10 sprints. Et on a notre réponse. C'est très macro, c'est pas précis, mais c'est suffisamment précis pour partir là-dessus. Et après, on va mesurer de toute façon ce que la vraie vie nous apporte. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque sprint, on va vraiment mesurer ce qu'on a été capable de faire par sprint. Donc, on va baser nos projections sur la vraie vie et la réalité de ce qu'on produit, pas sur des calculs théoriques, scientifiques. On est pragmatique, empirique, grâce à ce système-là. Je la fais court, mais pareil, il faudrait que je vous explique aussi comment on fait pour permettre des changements de besoin en cours de route, bien qu'on ait une contrainte de budget et de délai. La réponse courte, c'est un système de troc. Voilà, on peut troquer des éléments qui ne sont pas prioritaires, qui sont tout en bas du produit backlog, au profit de nouvelles idées découvertes en cours de route par le client. Mais voilà, j'essaie de vous donner un max d'infos clés dans le temps imparti. Coraline, Florian, vous m'arrêtez si à un moment donné, il faut décrocher. Non, vas-y, tu peux prends les réponses aux questions, c'est très bien. Merci. Alors, ça marche. Du coup, qu'est-ce que j'ai encore? À quelle étape peut-on utiliser le design thinking? Alors, c'est bien, il y en a qui connaissent le design thinking par rapport au triptyque viabilité, désirabilité, faisabilité du produit dans la stratégie MVP. Alors, il y a plein de vocabulaire, je ne sais pas si tout le monde est familier avec tout ça, mais le design thinking, c'est une discipline qui est hyper intéressante quand on est sur l'innovation sur un produit from scratch et qu'on veut trouver des bonnes idées, les tester très vite sur un marché, sur le terrain, auprès d'utilisateurs potentiels, des prospects. Et donc, le design thinking, par rapport à Scrum, personnellement, je le place en amont de la préparation de ce qu'on appelle le product backlog qui va recenser les besoins avant que le premier sprint ne commence. Pourquoi? Parce que le design thinking, c'est justement une discipline qui est intéressante pour déjà commencer à positionner l'objectif du produit et ensuite commencer à identifier les fonctionnalités clés, évidemment les utilisateurs, etc. Et c'est un bon canevas pour justement se poser les bonnes questions d'un point de vue stratégique marketing, d'un point de vue stratégique entrepreneuriat. Voilà, design thinking, c'est très utilisé par des startups, par exemple, qui ont peu de moyens. Tout comme c'est aussi utilisé par des entreprises qui ont plein de moyens, parce que désormais, c'est une discipline qui est percutante dans plein de secteurs. Mais voilà. Sur les startups, on parle aussi d'un truc approchant qui s'appelle le Lean Startup, qui a été popularisé par un serial entrepreneur, voilà, qui reprend les mêmes principes. Tout ça, c'est de l'agilité. Hein, c'est pas des méthodes agiles, d'accord, mais elles reprennent les mêmes principes que l'agilité. Que pensez-vous de la certification Lean Six Sigma versus Scrum? Alors, waouh, alors là, on va partir dans du débat philosophique, mais le Lean Six Sigma, malheureusement, dans plein de cas, a été utilisé pour faire ce qu'on appelle vulgairement du cost killing. Donc, virer des gens, par exemple, ça peut se traduire par ça. On est dans l'élimination des gaspillages.
Alors, d'un point de vue agile, éliminer les gaspillages, c'est génial. C'est très exactement ce qu'il faut faire. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'agilité, les méthodes agiles s'inspirent du Lean, né chez Toyota, que Toyota n'appelle pas comme ça. Ils appelaient ça à l'époque le Toyota Way, mais je ne sais plus comment on en est arrivé à appeler ça du Lean. Et après, il y a eu Lean Six Sigma. Donc, c'est un outil. On peut l'utiliser à bon escient, tout comme on peut l'utiliser, je dirais pas à mauvais escient, mais sans le respect de l'humain. Mais si on prend les fondamentaux du Lean, du Toyota Way, ça repose sur le respect de l'humain. Et respecter un être humain en entreprise d'un point de vue Lean ou agile, ça signifie respecter sa capacité à proposer des solutions et à trouver des solutions face à des problèmes. Ça veut dire respecter son intelligence. Lorsque vous débarquez en tant qu'expert, que vous observez une équipe travailler et qu'à la fin, ça s'appelle un audit, hein, vous pondez un rapport et vous dites à l'équipe, voilà, dans votre process, ça, c'est pas optimisé, il y a plein de gaspillage ici, là, là et là. Donc, mettez un coup de tournevis ici, ça a changé le process là-dessus, là, il faut un responsable. En gros, quelqu'un de l'extérieur qui ne vit pas votre quotidien, hormis la période d'observation, vient vous expliquer comment vous devez bosser. Moi, ça m'arriverait, je pense que je le prendrais un peu mal parce que je préfère être impliqué dans une démarche d'amélioration d'un processus, parce que je connais le terrain et les conditions de terrain, que quelqu'un vienne m'expliquer comment je dois bosser alors qu'il ne connaît pas mon quotidien et toutes mes contraintes. Et le Lean Six Sigma, malheureusement, pendant pas mal d'années, a fonctionné de cette façon-là. Encore une fois, il y a des gens super bien en Lean Six Sigma, j'en connais, d'accord? Donc il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Mais c'est juste qu'il y a cet historique avec lequel on doit vivre. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans le Lean Six Sigma, c'est le Lean. C'est l'origine de tout ça, en fait, et qui repose, encore une fois, sur le respect de l'humain et la capacité des équipes à résoudre les problèmes. Alors, la reformulation, très bien. Analyse fonctionnelle comme complément à Scrum, analyse fonctionnelle, fonction de transfert. Oui, mais il n'y a toujours pas de question. Hein. Ah non, pardon. Comment l'analyse fonctionnelle complète-t-elle la méthodologie Scrum? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que l'analyse fonctionnelle, en fait, elle ne vient pas compléter Scrum. Enfin, je sais pas, comment formuler mon idée là. Alors, c'est vrai que Scrum est délibérément incomplet, comme je le disais, donc on va venir y intégrer des pratiques, etc. Mais déjà, de base, quand on fait un projet Scrum, il y a une phase d'analyse du besoin. Après, on peut utiliser des techniques qui viennent de la business analyse, très certainement. On parle beaucoup d'ailleurs de profil business analyst. Maintenant, c'est très vaste, quoi, l'analyse fonctionnelle. Est-ce qu'on parle des user stories, par exemple? La technique des user stories, c'est une technique de formulation, de recueil et de formulation du besoin, tout en intégrant les critères de qualité et en se plaçant dans la peau de l'utilisateur. Donc ça, c'est des outils qui viennent des agilistes signataires du manifeste agile et qui a un support qui fonctionne très bien pour l'analyse fonctionnelle, en tout cas, encore une fois, la formulation du besoin. Ensuite, c'est très concis, c'est ça qu'on met sur un post-it en général, cette user story. Et après, ça va déclencher une conversation entre directement le développeur et le représentant des besoins, sans intermédiaire, pas même le Scrum Master, pour être sûr qu'au-delà de ce qu'on a écrit sur cette user story, cette formulation du besoin, on comprenne toute la façon dont on va implémenter, enfin, on dessine ensemble la solution. Ou en tout cas, on s'assure qu'on a bien compris le besoin à minima. Et ensuite, on réalise avec un effet tunnel très réduit parce que la durée des itérations est très courte. Ce qui fait que la probabilité de se planter dans son analyse fonctionnelle, entre le démarrage du sprint à T0 et la fin du sprint à T plus 2 semaines, par exemple, si vous avez sprint à 2 semaines, la probabilité de se planter dans l'analyse fonctionnelle, elle est très, très, très faible. Ça peut arriver sur les premiers sprints parce qu'au début, on ne se connaît pas. Je ne connais pas le product owner, je ne connais pas la maîtrise d'ouvrage, je suis développeur, je débarque dans l'équipe, je ne connais pas tout le monde. Notre processus n'est pas encore parfait parce que c'est notre premier sprint. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On arrive à la fin du sprint, on présente ce qui a été fait au client et le client nous dit « Attendez les gars, mais ce n'est pas du tout ce que j'attendais, on ne s'est pas bien compris. » Donc là, OK, il y a eu un problème dans l'analyse fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? On déclenche ce qu'on appelle la rétrospective et là, on va parler de ce sujet-là.
là, il y a un truc qui ne va pas. Dans notre process, il y a un truc qui ne va pas. On va le résoudre en équipe, intelligence collective, et on va identifier des actions correctrices qu'on ne va pas appliquer dans 3 mois, on va les appliquer demain, le lendemain. Le prochain sprint démarre juste après la rétrospective. Bon, souvent, la rétrospective a lieu le vendredi après-midi, et puis le prochain sprint démarre le lundi suivant. Donc, c'est là où on va empiriquement améliorer notre processus. Et si le problème, la douleur se situe au niveau de l'analyse fonctionnelle, on va renforcer l'analyse fonctionnelle, déjà en comprenant le cas concret qu'on a rencontré qui fait qu'on a été à côté de la plaque. Mais ça, il y a très peu de chances qu'on le reproduise sur plein de sprints, parce qu'on est sur un mécanisme d'amélioration continue fréquent. Vitesse d'amélioration continue, 2 semaines, si on a des sprints à 2 semaines. Donc après, oui, user story, c'est très bon à prendre, les critères d'acceptation des user stories, la définition déterminée, tout ce qu'on a dit sur la qualité. Et après, effectivement, je suis sûr que vous avez plein de bonnes idées pour venir améliorer l'analyse fonctionnelle avec des pratiques, des techniques, des ateliers de recueil de besoins, je ne sais quoi, plein de choses. L'impact mapping, le story mapping, il y a plein de techniques comme ça qui sont hyper intéressantes. Système avec un environnement de données dynamique et avec des flux d'entrée et de sortie, des fonctions d'usage, etc. Oui, effectivement, oui. On peut être sur des analyses fonctionnelles sur des environnements complexes. D'ailleurs, très exactement de ces environnements projets dont sont nées les méthodes agiles. Donc après, par contre, là, ce serait intéressant qu'on développe un peu plus, mais on ne va pas le faire ici, évidemment. On va terminer parce que autrement on peut continuer comme ça pendant un moment. Mais merci beaucoup en tout cas Florent et merci pour toutes ces questions. Pour finir, il y a une question auquel on pourrait répondre qui est assez intéressante. Une approche agile est-elle pertinente dans le cadre d'une restructuration d'un pôle métier, exemple après une fusion de deux sociétés? Moi, avant de te laisser la parole, Florent, c'est vrai que cette question-là est intéressante parce que c'est complètement différent d'un projet informatique. Et moi, je trouve que l'approche agile, elle favorise justement l'amélioration continue en encourageant l'adaptation au changement. Et donc, si on parle d'une fusion ou de deux sociétés qui fusionnent ou la restructuration d'un pôle métier, pardon, je pense que ça peut être tout à fait intéressant et ça va permettre des ajustements réguliers et justement pour garantir des résultats optimaux. Et dans ce cadre-là, je pense que ça peut être intéressant. Mais je te laisse compléter et terminer là-dessus. Alors, si je mets ma casquette de dirigeant comme je l'ai été d'un département ou d'entrepreneur, effectivement, à un moment clé comme ça de fusion-acquisition ou n'importe quoi de cet ordre-là, qui implique une transformation organisationnelle, d'un point de vue rentabilité, c'est hyper intéressant de le faire à ce moment-là parce que sinon, on va déjà devoir réécrire l'organisation par rapport à la fusion, formaliser une structure, une organisation. Donc, tant qu'à faire, autant le faire maintenant plutôt que recommencer à tout changer dans 6 mois, 1 an, quand on voudra basculer dans l'agilité. Donc, d'un point de vue opportuniste, d'un point de vue du dirigeant, ouais, je trouve que c'est carrément, effectivement, une vraie question à se poser, en tout cas, à minimum. Maintenant, une fusion-acquisition, pour l'avoir vécu, ça peut être un moment traumatisant pour les employés. Et donc, c'est déjà un changement qui peut être important en soi et je peux potentiellement marcher sur des œufs en amenant une couche de changement supplémentaire à déjà le fait de se retrouver fusionné, acquis. Donc, c'est une opportunité. Maintenant, il faut voir si les conditions permettent quand même de faire dans la foulée ce changement pour basculer dans le mode agile. Donc, bon, voilà, je regretterai à 2 fois. Je pense que j'irai quand même aller prendre un peu la température auprès des équipes pour voir déjà s'ils sont ouverts à ça. Et après, si c'est le cas, là, ce qui est hyper important, on revient toujours à ça, c'est la stratégie de conduite du changement et avoir une vraie bonne raison d'adopter l'agilité pour que justement la mayonnaise prenne, que tout le monde soit prêt à aller dans cette aventure-là. Enfin, tout le monde.
on n'a pas besoin de tout le monde. Tout le monde, c'est quasiment impossible d'avoir l'unanimité sur des changements comme ça. Mais par contre, il faut qu'on ait un noyau dur de personnes prêtes à se lancer là-dessus, qui vont entraîner les autres, les suiveurs, donc ça les plus facile, mais même ceux qui sont sceptiques, bah, eux vont basculer quand ils verront les résultats. Donc ça attendra, peut-être un peu. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plutôt partisan des changements petit pas par petit pas quand je sens qu'il y a un risque de résistance au changement élevé. Par exemple, commencer par un projet pilote. Voilà, si on a une entreprise de 300 personnes, commencer par un pilote avec une ou deux équipes de moins de 10 personnes sur un projet quand même assez représentatif de l'entreprise, de ce que fait l'entreprise au quotidien, bah, c'est un moyen sécurisé d'aller vers ce changement-là, et en faisant surtout en sorte que ces deux projets pilotes, ces deux équipes pilotes ou cette équipe pilote aient bien tous les moyens de réussir son adoption d'agilité en termes de formation, d'accompagnement, si encore une fois on n'a pas un Scrum Master en interne à disposition pour ce projet-là. Bah, il va falloir, dans l'idéal, si on veut donner toutes ses chances, que cette équipe soit accompagnée par quelqu'un qui a déjà vécu cette transformation, qui a déjà réussi. Parce qu'encore une fois, ça fait appel à un changement qui est hyper profond, qui remet en question des croyances, des réflexes. Je dis pas ça pour vendre des prestations d'accompagnement, enfin soyons clairs, c'est juste éviter cet écueil d'entreprise qui se lance dans l'agilité sans bonne raison de le faire et sans se donner les moyens de le faire. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup Florent. Je pense qu'on on va s'arrêter là pour les questions. Les questions qui n'ont pas été traitées, tout a été relevé par Coraline. Merci à toi pour ce travail, Coraline, et on vous répondra post-webinaire. Encore un grand merci à Florent pour sa présence et pour ce thème qui est hyper intéressant. Avec plaisir. Merci Je pour vous l'accueil. souhaite, ouais, ben de rien, avec plaisir également. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis à très bientôt. À Merci très beaucoup. bientôt, merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir à tous. Merci.